Bienvenue à tous. Pendant 52 minutes, nous allons faire la chronique des événements qui ont marqué l'année 2015. Et l'année a été mouvementée ici au Congo-Brazzaville. Nous reviendrons sur les questions qui ont déchaîné les passions politiques congolaises, mais aussi sur les faits qui ont suscité l'intérêt des médias à l'international, à commencer par les élections anticipées qui ont été annoncées la semaine dernière. Notre invité ce soir est quelqu'un qui a construit son parcours professionnel dans les studios de télévision avant de migrer dans la politique, où d'ailleurs il aurait tendance à se sédentariser. Bonjour, Asie Dominique de Marseille. Oh, avouez quand même que de dispenser des petits fours aux frais de la princesse, c'est quand même très jouissif. Véronique Gastin, si la politique peut se définir comme le fait de mettre le politique au service de la communauté, eh bien la politique c'est d'être un fleuve tranquille. Bon, vous savez qu'on ne va pas vous ménager ici pendant une heure. Rassurez-nous, vous n'allez pas nous arrêter à la fin de l'émission, on pourra rentrer tranquille. Avant de faire allégeance à la politique, je suis un communicateur. Et pour tout journaliste, la liberté de communiquer, c'est le credo. C'est même l'arme fatale, la communication. On ne peut pas arrêter un journaliste. Dans ce pays, la loi interdit d'arrêter les journalistes. C'est déjà une première annonce. La loi interdit d'arrêter les journalistes. Très bien. Me voilà rassurée. Donc comme cette émission va se concentrer sur le Congo, ce que je propose c'est qu'on commence par situer géographiquement ce pays pour peut-être les téléspectateurs étrangers qui nous regardent. Pour ça j'ai fait appel à notre petit reporter parisien. Jules, c'est à toi. Le Congo, c'est pas très loin de l'Afrique, mais c'est en Afrique. Sacré Jules, tu en as encore beaucoup des comme ça dans ton cartable? Et voilà, c'est la suprématie des stagiaires à la télé. Vous avez vu, on les prend de plus en plus jeunes. Celui-là n'avait même pas un poil au menton. Mais ce sont des jeunes garçons qui ont le... Je veux dire qui sont la pointe de l'actualité, qui regardent. Et ce petit enfant en France essaie un peu de situer le Congo, pas l'Afrique, mais c'est en Afrique. C'est déjà un point de plus. Donc entrons dès maintenant, dès à présent, dans le vif du sujet. Pendant l'émission, nous allons faire des incursions au cœur de la diaspora congolaise et africaine à Paris. Ce sont des journalistes, des artistes et des hommes politiques, des hommes d'affaires surtout. Et vous allez voir qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Congo, pour moi rien ne marche, sinon que c'est Sassou qui merde les Congolais. L'État congolais m'a contacté pour que j'augmente le niveau technique des informaticiens de l'État congolais. J'ai eu des personnes, des dirigeants, qui m'ont montré que mes connaissances les intéressaient pour le bien du pays. Au Congo, malheureusement, le peuple, il est d'une certaine façon muselé. Il ne peut pas s'exprimer. Les gens ont peur. Si Sassou Nguesso a les arguments pour convaincre les Congolais de se représenter, qu'on lui laisse un peu, mais qu'il sache qu'il est chargé de porter les gerbes de la révolution future d'un nouveau Congo. Le grand cadeau empoisonné que Sassou offre à son peuple 2 jours avant Noël. Comment ça, cadeau empoisonné? Alors, quand 2 jours avant Noël, on dit à son peuple qu'on va faire des élections anticipées courant premier trimestre de l'année prochaine, et qu'on sait que c'est anticonstitutionnel, que le référendum a été anticonstitutionnel, que rien ne permettait à ce président-là de changer la Constitution, et c'est un cadeau empoisonné. De retour en plateau avec notre invité, Asie Dominique de Marseille. Donc on a entendu beaucoup de choses déjà dans ce premier magnéto. Je pense que la phrase forte que l'on peut retenir, c'est le cadeau empoisonné qu'aurait donné Sassou, président Sassou Nguesso, à son peuple. Alors moi j'ai une question, alors c'est l'activiste politique qui fait référence à ce cadeau empoisonné, Sadio Morel Kanté, faisait vraiment référence à l'annonce qui a eu lieu le 22 décembre du président, du chef d'État devant l'Assemblée, où il inaugurait la nouvelle République et aussi il annonçait des élections présidentielles anticipées. Alors pourquoi est-ce que le chef de l'État va devant cette Assemblée pour annoncer des élections présidentielles plutôt que peut-être annoncer des élections législatives, vu que l'Assemblée aujourd'hui dépend d'une constitution qui n'est plus en rigueur? Bon, d'abord, je crois que le VTR, le vidéotape recorder qu'on vient de suivre, annonce les couleurs. Et je vous dis, je suis un homme politique, je l'ai souvent dit et ça a beaucoup fait marrer les gens.
j'appartiens à la majorité radicale, face à l'opposition radicale. C'est-à-dire, quand le discours est corsé, je sais le mener au niveau corsé. Quand il est bas, je sais le mener au niveau bas. Et là, je constate que vous démarrez un discours corsé. Attendez-vous à des réponses corsées. Et je ne peux pas laisser passer sous silence cette intervention de Morel Kanté. Elle définit la République au Congo comme une république inconstitutionnalisée, c'est-à-dire anticonstitutionnelle. Je suis très écœuré parce que cette personne qui parle est d'abord journaliste. Il faut situer la personne. Je suis un homme politique journaliste. Elle est d'abord journaliste. Et cette consoeur, que je me refuse de dire brillante consoeur parce que c'est qu'elle vient de débuter, enlève la brillance dans ce qu'elle est. Et du coup, elle a régné dans ce pays, elle a vécu dans ce pays plus de 20 ans, plus de 25 ans. Elle n'avait jamais été ni inquiétée, ni interpellée, ni poursuivie. Et ce qui a fait qu'elle devienne exilée aujourd'hui, elle s'est rendue ses comptes-là par pudeur pour sa personnalité. Je ne peux pas rendre ses comptes sur ce plateau. Mais je m'arrête à dire ceci. Rien n'a été fait au Congo qui soit anticonstitutionnel. Un référendum, quand vous dites qu'il est anticonstitutionnel, et quand vous n'apportez pas des preuves à votre raisonnement, on ne vous prend pas au sérieux. Véronique et Lorraine, je vais vous dire une chose, je ne vous l'apprends pas. Et retenez cette phrase, retenez cette phrase. Un sot a été pris pour un sage dès lors qu'il n'avait pas encore ouvert la bouche. Quand vous ouvrez votre bouche, vous êtes bien habillé, vous avez de belles voitures. Ce qui sort de votre bouche, si ce qui sort de votre bouche ne vous honore pas, on vous classe tout de suite. Donc c'est ce qui sort de votre bouche qui fasse cette chose fasse qu'on vous apprécie positivement ou qu'on vous rejette en bloc. Donc les mots que nous prononçons déterminent notre personnalité. Ou nous sommes médiocres ou nous sommes sérieux. Et ce que je viens de voir, c'est de la médiocrité. Maintenant, venons-en directement. Voilà, revenons à la question. À cette question. Voyez-vous, le chef de l'État, et je vous renvoie d'abord à la Constitution. J'aimerais mener ce débat avec vous parce que je le veux sérieux sur la base de la loi. Parce que les opinions personnelles comptent moins. La loi permet de régler les opinions. Si nous laissons la République à la vindicte des opinions, eh bien chacun tirera son opinion comme il veut. Revenons sur le cadre de la loi. Que dit la loi? Le chef de l'État, chaque fin d'année, devrait faire l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. L'ancienne loi. La nouvelle loi dit il peut choisir l'une des chambres. Ici, il a choisi l'Assemblée, il s'est adressé à l'Assemblée. Il a fait l'état de la nation, c'est prévu par la Constitution. Donc cette adresse n'appelle pas une intervention de l'Assemblée, c'est une adresse qu'il doit à l'Assemblée. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour cette année, je vais donner un temps d'ouverture sur la Nouvelle République. Il choisit son sujet, il est libre. Et c'est en cela qu'il est chef de l'État. Et quand on est chef d'État, on a des prérogatives. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vous ai écouté le peuple, vous avez voté une loi, vous avez mis en place une Nouvelle République, mais vous ne voyez pas ses effets. Le premier effet que je mets en exergue, c'est organiser une élection présidentielle. Très bien, mais alors qu'est-ce qui va se passer après les élections présidentielles? Quand est-ce qu'on va avoir une assemblée qui correspondra à la Constitution qui vient d'être promulguée? Maintenant, je m'en vais doucement à vous dire ceci. Qu'est-ce que la loi dit? Pour quitter l'ancienne République ou la Nouvelle République, on a prévu des mécanismes de transition. C'est une transition, c'est quoi? C'est installer un nouveau chef d'État, installer un premier ministre avec un nouveau gouvernement, installer un nouveau Parlement, installer donc une nouvelle Assemblée, un nouveau Sénat, des conseils départementaux que nous sommes. Et qui les installe? Voilà la question. Qui est garant de la vie de la nation? Qui est garant de la liberté? Qui est garant des institutions? C'est le président de la République. Donc lui, il doit mettre en place ces institutions. Et la loi dit, pour toute institution, il ne faut pas que cette institution dépasse le délai prévu par l'ancienne Constitution. Si l'Assemblée devrait avoir son existence jusqu'en 2017, l'Assemblée est légale jusqu'en 2017. La loi dit ne pas dépasser le délai prévu par l'ancienne Constitution. Je crois que je me fais bien entendre. Du coup, l'Assemblée en 2017, le chef d'État n'est que valable jusqu'en 2016, mais jusqu'au 13 août. Quand le chef d'État prend le serment, son mandat commence. Chrono déclenché. Donc le 13 août, le président Sassou n'est plus président de la République. Du coup, la loi dit, vous pouvez organiser une élection de ces institutions dès lors que la loi est promulguée. Et voilà pour votre question, le 6
décembre, le chef d'État promulgue la loi. Le 6 novembre, promulgue la loi. La loi promulgue le 6 novembre. Dès lors que la loi est promulguée, le chef d'État a le choix de mettre les institutions de la République. Il a le choix, je dis bien il a le choix. Il peut commencer par un premier ministre, il peut commencer par l'élection présidentielle. Parce que la loi ne dit pas, commence par un tel. On lui dit de mettre en place les institutions, mais de ne pas dépasser le cadre prévu. C'est-à-dire, dès lors que tu as promulgué la Constitution, même demain, tu peux convoquer une élection. La loi ne dit pas, attention, c'est pas avant 3 mois. La loi dit, mais ne pas dépasser le cadre. Du coup, un chef d'État, qu'est-ce qu'il fait? Connaissant le droit, connaissant la Constitution, il dit, bon, j'ai déjà promulgué la loi, maintenant, il faut que je mette en place les institutions. La loi me laisse le choix. Donc, quand on dit la loi me laisse le choix, les tergiversations disparaissent. Parce que le chef d'État est libre. Ce sont ceux-là qui sont les chefs de l'État. Ce sont ceux-là que les Congolais l'ont choisi pour diriger la nation. Et ce sont ceux-là qui les garants. Il met en place cette fonction. Du coup, il dit, bon, je commence par la présidentielle. Et vous allez me dire, pourquoi il a commencé par la présidentielle? Mais c'est son choix, évidemment. Ce choix peut se justifier comme ne peut pas se justifier. Mais il est légal parce qu'il est prévu par la loi. Mais je peux épiloguer dessus. Je peux vous donner une réponse, Lorraine. Je crois que le chef d'État a pensé une chose. Imaginez qu'il commença, par exemple, par mettre en place un premier ministre. Bien. Imaginons, oui. Le Premier ministre. Le Premier ministre met en place un gouvernement. Ça, mettons, on peut épiloguer. Là, nous épiloguons, ce n'est pas le cas là. On met en place un gouvernement. Et que, après cette élection présidentielle qui arrive, un nouveau chef qui était élu, qu'est-ce qu'il fait? Il forme aussi son nouveau gouvernement et non un autre Premier ministre. Oui. Le Premier ministre aura quel temps? Il peut mettre en place un Premier ministre et dans 2 mois organiser une élection. Parce que la loi ne lui dit pas, tu pousses jusqu'au bout. La loi dit d'aller jusqu'au bout, mais n'est pas dépassée. Donc, il peut nommer un Premier ministre aujourd'hui, qui peut former un gouvernement demain. Mais si dans 2 mois, il fait une élection et qu'il est battu, qu'un autre Premier ministre, un autre président élu, mais ce président nomme encore un autre Premier ministre. Le Premier ministre du Sassou aura fait combien de mois? Aura fait combien de semaines? Aura fait combien de temps? Du coup, il dit non, si un chef d'État est d'abord élu, comme il a un mandat de 5 ans, il a le temps de mettre en place son Premier ministre qui va former un nouveau gouvernement. Du coup, le Premier ministre aura le temps de former son gouvernement et n'est même pas, il n'y a pas un danger qui le guette pour dire, ah attention, je vais être balayé par un autre président. Monsieur de Marseille. C'est ce qui fait qu'il retient d'abord ça. D'accord. Voilà pourquoi. Très bien, donc ça on a compris pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore parlé de nomination de Premier ministre, vous venez de justifier, ça s'entend tout à fait. Mais alors pour l'Assemblée, vous nous avez parlé qu'elle a un mandat jusqu'en 2017. C'est-à-dire que jusqu'en 2017, on va rester avec une Assemblée qui, selon la nouvelle Constitution, pourrait avoir le droit de renverser le gouvernement, mais nous allons rester avec une Assemblée qui ne pourra pas toucher au gouvernement, voilà. Même après l'élection, la future élection présidentielle. C'est ça qui va se passer? Oui et non. Pourquoi j'ai dit oui et non? Je vous ai dit, restons dans le cadre de la loi. Si je suis un homme politique, si je ne suis pas dans le cadre de la loi, alors je perds les pédales politiques. La loi est claire, elle est là. Que dit la loi? Les institutions restent en place jusqu'à... Mais c'est le peuple congolais qui a voulu que... Mais c'est le peuple congolais qui a voulu que pour les mesures transitoires, chaque institution reste en place jusqu'à la dernière date. Si les 4 millions de Congolais, disons ceux qui sont là de voter, l'ont conçu, nous demandons au chef d'État de le violer. S'il le viole, c'est anticonstitutionnel. En ce moment-là, il n'est plus président de la République. Il tombe par parjure. Mais la loi lui dit, tu peux raccourcir leur mandat, mais ne pas dépasser leur mandat. Ça veut dire quoi? La question que vous posez, le règne est simple. Le président lui dit, bon, j'ai demandé aux Congolais, attention, le chef d'État a le choix. Son choix porte 2 sous-choix. Être président de la République, ce n'est pas par décret présidentiel. Il convoque le corps électoral, ce sont les Congolais qui choisissent le président. Mais le Premier ministre, être Premier ministre, c'est par décret présidentiel. Ça ne dépend que du président de la République. Donc, le gouvernement se forme par décret présidentiel. Le chef de l'État, on l'acquiert par élection. Donc, les fonctions qui sont acquises par élection, ces fonctions-là restent en place jusqu'à leur dernière date. Mais le chef d'État a le pouvoir de programmer une élection avant date. Donc, il peut dire, j'ai fini avec l'élection présidentielle, maintenant, je m'envoie dans une élection législative. Ça peut arriver qu'après les 3 mois, peut-être dans les 6 mois, le président appelle le corps électoral pour avoir une nouvelle assemblée. Donc, un nouveau parlement. C'est possible qu'il le fasse. Donc ce n'est pas figé, c'est possible qu'il le fasse. Donc pour le moment, on n'en sait pas plus, on verra comment ça va arriver. Pour le moment, on va aller dans les 3 mois d'élection présidentielle. Au sorti de là, le président de la République comprendra ce choix, il comprendra qu'on peut garder une assemblée qui est presque en inadéquation avec la nouvelle loi. Du coup, il va organiser une élection pour mettre en place une nouvelle assemblée.
Très bien. Vous savez que quand même, au niveau international, le président Sassou Nguesso n'a pas une image, a plutôt une image d'une personne qui s'accroche à tout prix au pouvoir, surtout avec l'instauration de cette nouvelle constitution qui lui permet de se représenter, alors qu'il était normalement il aurait dû normalement laisser le pouvoir après la constitution de 2002. Alors que pourtant le président Sassou, en 1992, a perdu une élection et s'est en allé pacifiquement. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui cette image, cette réputation que Denis Sassou Nguesso a? Il y a deux explications. La première, généralement, le commun des mortels parle de politique sans comprendre la politique. J'étais journaliste de l'autre côté sans aller en politique, et quand je suis rentré en politique, j'ai lu les lois, les textes, je me rends compte que il y a des candidats qui font acte de candidature par le besoin de leur parti, non par leur besoin personnel. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous parlons sur ce plateau, Sassou n'est pas encore candidat. Qui va me contredire? Personne. Il n'est pas encore candidat. Il dit que l'élection présidentielle aura lieu dans 3 mois, mais il n'est pas encore candidat. On m'a posé cette question dans une télévision congolaise à Pointe-Noire. Est-ce que Sassou sera candidat? Il dit non. Comment il dit non? Comment ça dit non? Il sera investi par son parti pour être candidat. Il ne peut pas s'auto-proclamer candidat. C'est un monsieur qui est sorti d'un parti qu'on appelle le patron du travail. Obéissant à la discipline du patron du travail, Sassou ne peut pas s'auto-proclamer candidat. Il obéit à la discipline. Le parti fait ce qu'on appelle une campagne d'investiture. Du coup, le parti dit, nous choisissons notre candidat, c'est Sassou Nguesso pour l'élection présidentielle 2016. En ce moment-là, comment on appelle ça s'accrocher au pouvoir? Il peut être battu comme il peut être élu. Donc, la volonté de rester au pouvoir va d'abord du parti qui présente le candidat. Si le PC pense que nous voulons changer de candidat, mais Sassou ne sera pas candidat. Il ne sera pas au pouvoir, il ne sera donc pas candidat, il ne sera donc pas élu. Est-ce que le commun des mortels comprend que Sassou n'est pas un candidat indépendant pour dire qu'en tant qu'indépendant, il s'accroche au pouvoir? Chaque fois qu'un mandat prend fin, son parti pense qu'il a le droit de le représenter. Maintenant, quelle est la loi qui empêche un parti de représenter un candidat pour qu'il soit toujours candidat? Non, il pense que pour gérer le pas, pour gérer cette élection, notre joker, c'est X et c'est Y. D'abord, c'est le premier point. Deuxième point, si Sassou s'accroche au pouvoir, il n'aura pas donné le bel exemple de la démocratie en 1992. Vous l'avez cité. Il a perdu l'élection, il était chaud, il l'a perdu. Alors comment c'est la première transition démocratique apaisée presque en Afrique. Il a remis le pouvoir dans les mains de Pascal Lissouba. Il est reparti chez lui. Et ce jour-là, les citoyens qui l'ont accompagné étaient plus nombreux que les citoyens qui sont restés avec le président élu. Bref d'ironie, c'est incroyable. Jusqu'à Mpila, et tous les Congolais chantaient, je accompagne le chef d'État, perdant, et le chef d'État était déjà avec ses collaborateurs debout. C'est comme s'il avait perdu le pouvoir. Parce que le Congolais avait vécu là une histoire démocratique extraordinaire. Si cet homme-là le fait, ne pensez pas qu'il n'est pas capable de le répéter. Il peut le répéter, parce qu'il l'a déjà fait. Et pour le faire, on ne lui a pas dicté. Il sait qu'il perd, il s'en va. Mais nonobstant qu'il n'a pas encore quitté la scène politique, il obéit à la décision de son parti. Et ceux qui parlent, ils savent que la politique se fait dans un parti politique qui, lui, avec une majorité. Nous avons une majorité, je suis dans une association. Si on me dit votre candidat c'est qui, je dis PCT, préparez-nous Sassou parce que nous pensons qu'il peut encore empiler. Mais vous allez dire à ces Congolais qui sont des partis pour l'association qu'ils sont dictatoriaux, mais c'est eux qui veulent que leur joker passe. Si au peuple congolais dit par les yeux pour dire Sassou, on a fini avec toi, on ne peut plus te voter. Mais si le peuple va à l'urne, le reconduit, qu'est-ce que vous appelez s'accrocher au pouvoir? Il ne s'auto-proclame pas candidat, il ne s'auto-proclame pas président, il passe par les urnes, les 2 millions de Congolais on a de voter, vont le choisir comme président, mais il n'est pas candidat par coup d'État, il est candidat par élection. En ce moment-là, si le peuple peut changer, qu'il élise un autre candidat, s'il n'est pas satisfait de son bilan. Donc on n'appelle pas s'approcher au pouvoir. Est-ce que vous pensez que ces années d'exil, pendant 5 ans, lui ont permis de prendre du recul et de voir justement tous les problèmes, toute la problématique qu'il y a dans son pays? Je crois, oui. Je peux dire, et là c'est l'opinion que je donne, là c'est pas la loi, là c'est l'opinion. Je donne mon opinion de journaliste et d'homme politique. Journaliste parce que j'ai observé les premiers manifestations en tant que journaliste. Quelle opinion je donne? Regardez. Le président Sassou a dirigé le pays avec les anciens mandats. Et j'aime en franc-parler, il n'a pas été aussi brillant que maintenant. Il a dirigé comme il a pu, il a perdu l'élection. Quand il est parti chez lui, il a tiré une véritable leçon de son expérience. Il l'a écrit dans un livre que je crois qui a résumé sa souffrance, les bons et les mauvais moments, Le fleuve, le manguier et la souris. Et comme vous lisez ce bouquin, ce sont les confessions intime d'un chef d'État qui a perdu le pouvoir, qui se trouve en exil presque forcé, salaire coupé, pas de traitement, il se trouve en France. Et comme il lit ses mémoires, il fait un peu l'autopsie de son passage. Et du coup, il tire les leçons. Mais quand il revient en politique,
ils se rendent compte qu'on ne peut pas être candidat, on ne peut pas dire jeune État, on l'a perdu, on va en exil, on revient et on fait la même chose, c'est qu'on n'a pas changé, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et comme l'homme n'est pas imbécile, alors le deuxième mandat, il a innové, il a changé, il a surpris et il a galvanisé le pays. Et comme vous sillonnez le Congo, le premier mandat de Sassou, c'est le jour de la nuit avec le nouveau mandat. Et vous ne pensez pas justement que c'est dommage que peut-être que le président Sassou aurait pu, à ce moment-là, être un modèle? Parce que finalement, il va donner la technique pour ses successeurs. Quand ils auront fini, au bout de 3 mandats, au bout de 15 ans, au pouvoir, ils pourront faire la même chose, changer la Constitution sur un point X ou un point Y, qui leur permettront de remettre les compteurs à zéro, comme on fait en ce moment. Très bien. Vous parlez d'une expérience colossale. Mais la profitabilité de l'expérience du président Sassou ne pourrait être capable, évidemment, mise en exergue le jour qui quittera le pouvoir. Il devient un sage qu'on peut consulter. Ce monsieur, les Congolais pensent qu'il a encore la capacité de continuer. Pourquoi? Lorraine. Le Congo est devenu un grand chantier. Et l'expérience politique a montré que pour diriger un État, on n'a pas besoin que de l'intellect. On a aussi besoin d'un carnet d'adresse. Et le président semble être l'un des candidats potentiels qui a une expérience politique, un carnet d'adresse assez fourni. Souvent, vous avez des éléphants blancs. Qu'est-ce qu'on appelle les éléphants blancs? Des chantiers inachevés. Un chef d'État qui arrive, qui hérite du mandat de l'autre et qui n'a pas la capacité de mettre tout le pays en mouvement. Il ne suffit pas d'être élu chef d'État. Il faut avoir des accointances, il faut avoir un carnet d'adresse, il faut avoir de la personnalité, de l'autorité pour mériter diriger un État. Et ce monsieur n'est pas encore fatigué, nous le croyons et nous pensons. Ce n'est pas qu'il s'approche au pouvoir. Le temps d'être l'icône consulté, le temps d'être l'image d'une profitabilité aisée va arriver. Il va certainement quitter le pouvoir et s'asseoir. Et ça, c'est lui qui le dira, mais c'est aussi son parti qui le dira. Voyez-vous, vous avez toujours pris le président comme un singleton de la politique. Il est entouré dans un parti, je vous le dis, avec une majorité. Il ne décide pas que seul, c'est plus fort que ça. On espère d'ailleurs. Par exemple, il n'est pas candidat. Il n'a pas dit qu'il est candidat. Mais vous allez entendre, je vous le dis, je ne suis pas un dieu, mais un journaliste aussi, celui qui sait prévoir les événements. Le patron qui va se retrouver, va mettre un collège en place et on va le déclarer candidat. Il n'est pas encore fatigué. Cher monsieur le conseiller, au moment des élections, vous pensez que l'opposition sera bien représentée? Mais la loi électorale est claire. Mais si vous déposez une candidature, elle est validée, mais vous êtes candidat. Mais le Conseil constitutionnel est fait pour valider les candidatures. Comment ça se passe, Madame Véronique? La candidature est formée par le parti. Le parti dit nous retenons pour tel parti, tel candidat, et vous remplissez les critères. Certificat médical, tous les papiers, nationalité, bref, ce qui est prévu par la loi, et vous déposez au Conseil constitutionnel qui valide votre candidature. Elle est valable et d'office vous êtes candidat. Mais vous allez avec les mêmes chances. Vous battez campagne. Vous êtes élu comme vous êtes battu. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Le pouvoir n'a pas à s'inquiéter, la majorité n'a pas à s'inquiéter, comme l'opposition n'a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas une loi restrictive pour ça. Chaque parti, même les indépendants peuvent poser leur candidature. Il n'y a pas un fait de pour cela. Encore faut-il que l'opposition soit crédible. La crédibilité de l'opposition regarderait l'opposition. En tout cas, c'est ce que nous avons posé comme question à la diaspora congolaise. Donc nous allons voir tout de suite ce qu'ils nous disent et vous pourrez bien sûr réagir à Dominique. Sur la crédibilité de l'opposition. J'aimerais bien écouter sur l'opposition en France. Oui, ils sont crédibles. Mais ce n'est pas facile parce qu'ils ne gèrent rien pour le moment. Tout est contrôlé par Sassou et que c'est un combat, mais je suis convaincu. Est-ce qu'ils ne partagent pas le bilan de Denis Sassou Nguesso? Oui, entre guillemets, parce qu'ils ont participé quand même, notamment Brice Parfait Kolela. Au dernier moment, les Mounari, tous ils ont travaillé avec Sassou. J'ai dit oui, ils sont crédibles. Mais ce n'est pas facile parce qu'ils ne gèrent rien pour le moment. Tout est contrôlé par Sassou et que c'est un combat, mais je suis convaincu. Est-ce qu'ils ne partagent pas le bilan de Denis Sassou Nguesso? Oui, entre guillemets, parce qu'ils ont participé quand même, notamment Brice Parfait Kolela. Au dernier moment, les Mounari, tous ils ont travaillé avec Sassou. Au dernier moment, ils sont partis donc. Alors, monsieur de Marseille, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre justement à ça? On nous dit que l'opposition est crédible. Vous en pensez quoi? Je vous ai dit que j'étais la majorité radicale. Excusez-moi d'être aussi fort que ça. Je peux pardonner l'analphabétisme politique de celui qui vient de parler. Quand il dit l'opposition, il ne contrôle rien. Mais l'opposition dans un pays n'est pas aux arènes de la République. Ce n'est pas l'opposition qui tient la manœuvre du pouvoir de la République.
L'opposition, évidemment, ne peut qu'avoir rien. Il ne peut pas dire pour le moment, mais l'opposition devrait avoir quoi? C'est ce qu'on appelle un citoyen qui parle de politique sans comprendre ce que c'est que la politique. Je peux lui pardonner son ignorance. Maintenant, allons dans la crédibilité de cette opposition. Mais quand on parle d'opposition, on n'est pas opposant dans la rue, on est opposant à l'hémicycle. Je suis conseiller départemental, et suivez-moi bien, conseiller départemental de l'association Jean-Dominique Okemba Agidoc. Je suis secrétaire général. J'ai mené une liste et j'ai 15 conseillers départementaux. Donc vous posez lourd. 15 conseillers. C'est la première association au Congo qui réunit 15 conseillers élus. Ça veut dire quoi? Et moi, je prends mes 15 conseillers, je les conduis à la majorité présidentielle. Quand nous allons voter les lois, je lève le doigt avec mes 15 conseillers, nous sommes de la majorité. Si tu as l'opposition, nous sommes de l'opposition. Mais on n'est pas opposants dans la rue. Il y a des partis politiques qui n'ont même pas un député, même pas un conseiller, même pas un seul élu, qui s'autoproclament opposants de quoi? Vous vous opposez à quoi? Vous créez votre parti dans la rue, à la deuxième parcelle, vous n'êtes pas connu, vous êtes au numéro 3, on ne vous connaît pas, vous faites un meeting dans votre petit cercle familial, vous dites, je suis opposant de quoi? Un opposant, il a des élus, et ces élus se rangent à voter contre, ils sont opposants. S'ils votent oui, ils sont de la majorité. Commençons par définir. Donc quand je vous parle là, en tant que majorité, je pèse parce que j'ai 15 conseillers départementaux au niveau de la JDOC. Et je suis secrétaire général. Venons. Donc voilà pourquoi je dis je pèse. Et cette opposition, le monsieur parle, il dit ce qui est avec le président. Est-ce qu'on peut être opposant et on partage le programme de société du chef de l'État? Vous travaillez là-dedans, vous êtes ministre, vous avez passé 14 ans avec le président. Et à la 15e année, vous claquez la porte, vous classez opposant. Mais qui vous prend au sérieux? Si nous lisons les annales de la politique, si nous lisons les textes de la politique, qui vous prend au sérieux? Est-ce que vous êtes opposant? On ne peut pas gérer 14 ans sur 15, on vous a gardé pour vous être engraissé, vous avez fait 14 ans au gouvernement, et à la 15e année, vous dites je suis opposant. Mais vous vous moquez de qui? Est-ce que vous ne partagez pas les gestions et les réussites du président Sassou? Vous êtes comptable de cette gestion. Mais l'opposé, celui qui s'oppose, dès la première partie de qu'on dit, le problème de société, elle a dit, sur l'économie, ils ne sont pas d'accord, sur l'éducation, ils ne sont pas d'accord, sur l'enseignement, ils ne sont pas d'accord. Mais ils ont été d'accord, ils deviennent opposants parce qu'ils veulent être candidats. Alors, en ce moment, la crédibilité de l'opposition est où? Il faut que l'opposition cesse d'être une opposition de ventre. Je m'en vais au gouvernement, dès que je suis éjecté, je deviens opposant parce que mon ventre va baisser. Quand une opposition est une opposition de ventre, une opposition alimentaire, elle cesse d'être une opposition crédible. La crédibilité de l'opposition, c'est dès le départ, je m'oppose et je reste dehors. On ne peut pas mettre pied dedans, on fait 14 ans, après on se dit je suis opposant. Ce qu'il a cité, les Kolela, les Mounari, comment on appelle, les Okombi Sadissa, ils sont nombreux à devenir opposants. Mais ils ont géré la République avec le président Sassou. Nous qui sommes les hommes politiques de la majorité, on dit maintenant, ils étaient avec nous. À partir de quel moment il ne peut pas être comptable de ce bilan-là? L'opposition commence à s'est discréditée par elle-même, par un manque de son de responsabilité. Pourquoi je le dis? Chacun d'eux a assumé une fonction. Prenons le cas de l'UPADES. Avant que Sassou n'en vienne au poste, l'UPADES qui a géré ce pays, Madame Véronique, Mademoiselle Lorraine, vérifiez dans ce pays. 5 ans de l'UPADES. Lissouba a fait 5 ans de ce pays. Aucun petit bout de goudron construit, aucun édifice public construit. Donc dans ce pays, rien sous la portée sociale n'a été bâti sous le mandat de Lissouba. 5 ans, trésor public géré. Est-ce qu'on peut faire? Et à la fin, c'est une guerre civile qu'on déclenche. Et le chef de file de l'opposition, qui se trouve aujourd'hui de l'UPADES, Sassi Mabiala, ministre de la Défense à l'époque, c'est lui qui met l'armée dans la rue. Quand vous mettez l'armée dans la rue, vous êtes ministre de la Défense. Si vous êtes comptable de la guerre, 3000 morts, Lissouba s'en va. Il s'en va avec 0 construction, 3000 morts. Le bilan est-il logé? Non. Deuxièmement, pendant le règne de Lissouba, les hommes politiques ont été détenus en prison. En prison, et les Likunzu nous diront qu'est-ce qu'ils étaient faire en prison. Ils n'étaient pas en vacances en prison. Ils étaient retenus en prison, sur le banc de Lissouba. Les journalistes étaient en prison, moi qui vous parle, j'ai fait 2 emprisonnements fermes autant de Lissouba. Pendant le mandat de Sassou, revenu au pouvoir, je suis la majorité. Je peux claquer très haut, ma bouche est fort. Je vous dis, je suis de la majorité radicale. Quel est l'homme politique qui est en prison? Personne. Quel journaliste qui est mis en prison? Personne. Sous le mandat de Sassou, nous avons voté une loi qui dit aucun journaliste au Congo ne peut plus aller en prison. Au Zaïre, on va en prison. Au Gabon, on va en prison. En Centrafrique, on va en prison. Au Cameroun, on va en prison. Au Tchad, on va en prison. Au Congo, on va pas en prison. C'est l'un des pays africains qui n'ont cassé plus ces journalistes. C'est une avancée significative. Mais je vois que on peut être fier de ça. Oui. On peut être fier de ça, madame. Dans ce pays-là, la démocratie existe. L'opposition s'est discréditée par elle-même. Elle n'est pas sérieuse. Vous êtes d'accord, Lorraine, que on voit bien que vous n'en êtes pas ressorti agneau, hein?
Mais oui, mais je suis rentré en prison et finalement, Agneau, je suis sorti guépard. Mais la prison cimente la mentalité. Soit vous redevenez rebelle, soit vous redevenez doux. Et là, je suis sorti de là véritablement guépard. D'accord. Alors, il y a une autre question qui revient assez souvent dans la diaspora, c'est la question de l'ethnicisation, je vais y arriver, de la politique. Alors, est-ce une réalité ou pas? Nous avons demandé à Sadio Morel-Kanté de justement s'exprimer à propos de ce sujet. Je veux bien qu'on évoque la question de la légitimité de l'opposition congolaise. On parle souvent en termes de représentativité de peuple congolais qui n'est pas d'accord avec Sassou Nguesso. Est-ce que deux quartiers de Brazzaville sont représentatifs du peuple congolais? C'est-à-dire qu'il faut bien connaître Brazzaville. Hein. Ça, c'est un fait depuis les indépendances. C'est-à-dire le rond-point du CCF, de l'ancien CCF, l'Institut qui fait la frontière entre les quartiers nord et sud, a toujours existé. Majoritairement, on ne trouvera pas un nordiste au sud, ni un sudiste au nord. Et cela a été reconforté à la mort de Sassou Nguesso et du président Marien Ngouabi en 1977, en compétition avec l'université Marien Ngouabi qu'il est en train de laisser mourir. Pourquoi ne pas avoir renforcé les capacités de l'université existante Marien Ngouabi plutôt que de créer une université toujours dans les zones nord? Vous verrez vous-même que l'université se retrouve dans les zones nord, le stade dans cette même zone nord, la nouvelle télévision dans la zone nord du pays. Alors, c'est qui crée l'ethnisation et la zone nord, c'est au Congo ou pas? C'est au Congo-Brazzaville. Mais attendez, c'est-à-dire, on a un président qui est du nord. On a un président qui ne donne pas du boulot à tout le monde à égalité. On a un président qui tire les ressources du sud pour développer le nord. Mais pourquoi ne pas faire que tous les Congolais soient logés à la même enseigne dans ce cas-là? S'ils nous prennent tous pour des Congolais, pourquoi cet apartheid social? Alors, vas-y Dominique de Marseille, le sud, le nord, c'est vrai tout ça? Je suis absolument surpris et étonné, mais je peux rigoler. Pourquoi? Parce que notre consoeur qui se trouve de la diaspora à Paris, voilà qu'on vous donne un plateau de télévision. C'est une aubaine. Au lieu de débiter, de dire des choses qui peuvent honorer votre opposition, vous débitez des insanités. Mais cette parole qu'on vous donne, vous savez, la télévision c'est un piège. On vous donne le micro et la caméra, vous discréditez parce que ce qui sort de votre bouche discrédite la République et met en mal votre propre personnalité, ou là vous faites accepter. Regardez le cas du conseil qu'elle vient de dire. Est-ce qu'aujourd'hui un homme politique peut parler du nord et du sud? Quand il dit, il parle de la clanisation du pouvoir en situant géographiquement les édifices de la République. Mais situer la géographie, ce n'est pas le clan. Confusion de termes. Complètement confusion. Il y a dans sa tête cette espèce de verbe qui coule sans contrôler ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. Est-ce que quand un stade au nord, ça veut dire clan? Le clan n'est pas la géographie. Le clan, c'est un cercle familial. Il aurait pu dire on construit le stade dans la maison ou dans la parcelle du président Sassou. On appelle ça clan. Mais le nord et le sud, dès qu'il parle de la géographie, c'est pas le clan, c'est la géographie. Venons-en quand il parle. Mais je crois que c'est même dangereux. Voilà une dame de l'opposition. Et est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut débiter un discours comme ça sur les antennes? Mais elle est en train de dire quel est ce pays où on donne le boulot. Quand elle regarde l'administration, ceux qui sont au pouvoir ne sont que les gens qui appartiennent au nord du pays. Et quand vous avez une opposition qui parle comme ça, est-ce que cette opposition qui pleure quand on lui donne l'antenne, est-ce que cette opposition prend l'antenne pour se créditer ou bien se discréditer? C'est un discrédit. Voilà une aubaine et une aubaine gaspillée. Si moi j'ai un parti politique, cette dame est dans mon parti, je lui dis le lendemain, madame quitte le parti. Pourquoi? Demain s'ils vont positionner les candidats à l'élection, mais ils vont aller battre campagne au nord comment? Donc aujourd'hui, les candidats, puisque cette dame-là est de l'autre aile du MCDDI, je suis désolé, je vous dis, je suis de la majorité radicale. L'autre aile du MCD. Le MCD a deux ailes, l'aile de la majorité de l'opposition. Elle est de l'autre aile du MCDI. Demain, si leur candidat, ça peut être Parfait Kolela, va battre campagne, il ne pourra pas battre campagne au nord. Puisque son parti dit, le nord n'est bien servi par le sud. Là, vous limitez les champs de votre candidat par votre discours. Un parti ne peut pas tenir un discours sectariste. Elle vient là de tuer son propre parti, elle vient de tuer alors son propre parti. Alors justement, monsieur le conseiller, c'est désolant. Justement, si vous le voulez bien, il y a d'autres personnes qui critiquent la gestion du président Sassou. On a rencontré justement deux jeunes femmes qui sont au micro de Morgane Palmer sur les Champs-Élysées. On les retrouve tout de suite.
Merci Lorraine Sénéchal, merci Véronique Gastin. Nous sommes ici donc sur les Champs-Élysées. Nous avons décidé d'aller à la rencontre de quelques profils intéressants de la diaspora congolaise. Avec moi, Cynthia Ongoto. Bonjour Cynthia. Bonjour Morgane. Merci d'avoir pris votre temps pour venir avoir cette petite tranche de vie avec nous. Et avec moi également, Madame Nyongo. Bonjour. Bonjour Morgane. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont les événements, ou plutôt l'événement qui vous aura marqué cette année 2015? Qui veut commencer? Je peux commencer. Alors, ce qui m'aura marqué en 2015 au Congo, c'est particulièrement les résultats du bac, qui ont été, en fait, on a affiché un taux de réussite de 10% à peine. Alors, pour moi, c'était vraiment un séisme national. Parce que tout cela montre malheureusement que malgré des décennies, on va dire, d'excédent budgétaire au Congo, on n'a malheureusement pas assez investi dans l'éducation des jeunes. Et je suis pessimiste. Moi, je vais contrebalancer un peu ce que vient de dire Nyongo, dans le sens où un événement qui, a priori, pouvait sembler un peu négatif. Voilà, je pense notamment aux échanges sur Facebook, sur Internet, entre la diaspora à Paris d'un côté et les Congolais à Brazzaville pour moi. Je pense qu'il y a eu une libération de la parole qui peut être intéressante, qui pour moi est nécessaire pour toute démocratie, pour une vie civique enrichissante et productive. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ça apporte un plus au débat? On a plutôt l'impression, quand on observe avec un regard extérieur, que c'est une plateforme qui est dédiée aux joutes oratoires, aux attaques personnelles, et qu'on n'est pas forcément dans la construction. Moi, je sais pas. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Il n'y a pas que des opinions qui ont été données. Il y a aussi parfois des faits. Et personnellement, je trouve que le débat, de manière globale, apporte toujours quelque chose. À mon sens, aucune société n'évolue de manière positive s'il n'y a pas de débat. Enfin, s'il y a une chape de plomb en permanence, comment une société peut... Sinon, on tombe dans la dictature. Je crois que c'est pas ce qu'on veut pour le Congo. Alors, la diaspora congolaise qui bat le pavé à Paris sous le thème notre pays est une dictature, il n'y a rien à y faire. Pour vous, c'est positif ou c'est négatif? Mais quand un peuple descend dans la rue, on ne lui tire pas dessus. S'il y a une infraction à la loi, oui, on interpelle les gens, on les met en garde à vue. Enfin, il y a une procédure judiciaire qui est respectée. Ils sont déférés devant un juge, et puis le juge rend les décisions. Mais il y a eu cette réalité-là. Donc, oui, mais le peuple qui descend dans la rue marcher, c'est l'expression de la démocratie. Voilà. Mais si les gens usent de violence vis-à-vis, notamment des forces de l'ordre qui sont chargées d'encadrer les manifestations, quelle devrait être la réaction, à votre avis? Oui, encore faut-il prouver que les manifestants étaient armés ou étaient armés d'armes blanches ou je ne sais pas quoi. On voit aux États-Unis quand même des répressions assez violentes toutes les fois qu'il y a un membre des forces de l'ordre qui est tout simplement égratigné. Bien sûr, mais je crois qu'on ne tire pas sur une population civile non armée. Je crois que dans ces cas-là, on utilise des lacrymogènes ou des tasers, ce genre de choses. Parce qu'on a beaucoup entendu l'expression peuple, le peuple, le peuple. Mais moi, j'ai été par exemple à Brazzaville durant ces événements du 20 octobre. Si effectivement il y a eu un suivi du mot d'ordre de ville morte, en revanche, la contestation, ce que j'ai pu observer, c'est qu'elle était concentrée dans 2 quartiers de la ville. Est-ce que, je vous pose la question, je connais moins le Congo que vous, est-ce que ces 2 quartiers peuvent être représentatifs de l'ensemble du peuple congolais? À sa jeunesse. Oui, moi je dirais que ces quartiers sont plutôt des foyers qui... de protestation. De protestation. Et de jeunesse aussi. Beaucoup de jeunes. Bien sûr, beaucoup de jeunes sont dans ces quartiers. Beaucoup de jeunes qui sont dans ces... Qui représentent aussi... Donc ce sont des foyers de protestation qui sont, qui donnent l'élan après, qui donnent l'élan de contestation sur les autres... Et qui sont des porte-voix, et je pense que des porte-voix, est-ce qu'on les écoute?
Je veux revenir quand même sur la question qui avait trait au côté ambassadeur des diasporas dans le monde. C'est assez exceptionnel, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on n'a pas vu d'autres pays, on n'a pas vu d'Allemands, de Français manifester en terre étrangère contre leur pays. C'est quand même assez exceptionnel ce qu'on peut voir, pas seulement avec le Congo, mais avec beaucoup d'autres pays africains. Moi, j'ai jamais vu une manifestation de Français ou d'Allemands en Afrique ou je sais pas moi dans d'autres contrées du monde contre leur pays. Oui, mais le contexte est différent, Morgane. Au Congo, malheureusement, le peuple, il est d'une certaine façon muselé, il ne peut pas s'exprimer. Les gens ont peur, les gens sont terrorisés. Il faut dire les choses réellement. Le peuple est terrorisé, les gens n'osent pas. Alors, la diaspora en France, et même congolaise en France, et même dans les autres pays, se fait le devoir, par solidarité, de parler au nom du peuple qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas dénoncer ce qui se passe actuellement au Congo, parce que c'est tout simplement inacceptable. Le peuple est terrorisé, Asie Dominique de Marseille? D'abord, voyez-vous, moi, ça me fait plaisir d'avoir un plateau pareil. Je peux vous féliciter parce que on fait donner la parole à la diaspora congolaise. Mais regardez ce que nous ressentons cette diaspora. Rien de constructif. Je suis obligé de rebondir sur un fait important. Voyez-vous, il ne faut jamais laisser passer un homme politique désairément à la télévision. Une dame qui est du MCDDI, elle, Parfait Kolela. Elle s'appelle Sadio Kanté, elle représente cette opposition en France. Elle dit les gens qui sont embauchés sont du nord du pays. Mais elle est en train de reprocher à Parfait Kolela, ministre du Travail, autant de Sassou, de n'avoir embauché que des nordistes. Parfait Kolela est ministre du Travail. Il est sudiste. Voilà que pendant ces 7 au pouvoir de Sassou, Morel Kanté, qui se trouve à Paris, a fait le décompte sur 1000 travailleurs. Je prends un exemple, les 1000 travailleurs, Parfait Kolela qui est dessus n'embauché que des nordistes. Là, le membre de son parti l'interpelle. Il l'interpelle. Il y a 4 usines de construction de ciment dans ce pays. Ils sont au sud du pays. Et sur ce qui a été dit, il y a le port de Pointe-Noire au sud du pays. Il y a le meilleur aéroport du Congo. Mais là, on parlait du pays. Est-ce que les peuples est terrorisé? Voyez-vous, pour vous dire que non seulement ça, pour vous dire qu'il faut savoir rééquilibrer les choses quand elles sont une antenne. Nous sommes d'accord, mais revenons à ma question. Maintenant, quand vous parlez de terroriser, mais la réponse est simple, j'aimerais vous la renvoyer. Madame Gastin, vous avez fait accompagné de ma propre personne, Pointe-Noire jusqu'à Infondo et jusqu'à Ouissou. Et Lorraine a fait la même chose. Mais répondez-moi à cette question. Vous n'avez pas vu un peuple terrorisé? Voyez-vous, le pied se reforme sur vous. Est-ce que vous avez trouvé un peuple terrorisé? Mais soyez francs de dire, nous sommes journalistes, personne ne vous arrêtera. On a vu un peuple complètement terroriste. J'étais à vos côtés, je n'étais pas terrorisé. Voilà. Donc j'aimerais bien que quelqu'un d'autre réponde. Cette question, si je réponds, dire, voilà, mais c'est triste. Des Congolaises qui ont fait 20 ans, 15 ans, 30 ans, qui ne sont plus revenus au pays. Ils ont raison. Ils ont la gestion de Pascal Lissouba dehors. Nous étions terrorisés, nous étions en prison, on a eu la guerre. Ils ont raison. Mais depuis que Pascal Lissouba est parti, ils n'ont pas eu la gestion de Sassou. Ils n'ont de l'image du Congo que la gestion terroriste de Pascal Lissouba. Mais 3000 morts, guerre civile, journalistes emprisonnés, hommes politiques emprisonnés. Mais c'est ça la terreur. Mais je vous dis, si le peuple est terrorisé, quels sont les leaders d'opposition qui sont en prison? Quels sont les journalistes qui sont en prison? La terreur se sent par la prison. Mais la terreur, c'est parce qu'on vous a défendu de vous. Vous avez répondu à la question, monsieur. Je vais terminer. Merci beaucoup. Vous avez vu le meeting de l'opposition. Mais quand un peuple est terroriste, est-ce qu'il peut s'exprimer? Meeting à Pona, meeting à Brazzaville. Liberté de meeting, liberté de parole. Et les écrits dans la presse, ce sont des écrits vraiment attentatoires à la liberté de la presse. Personne n'a arrêté ni incarcéré. Je vous mets au défi. Montrez-moi quel opposant qui a arrêté. Et quand ils organisent un meeting avec cocktail Molotov, avec arrestation, avec détention arbitraire malhonnête d'armes de guerre, ce n'est pas au pays. Merci beaucoup. Ces gens sont arrêtés, ils sont libérés. Nous allons manquer de temps si vous continuez. On a encore beaucoup de choses à vous montrer. Merci beaucoup. Alors, dans cette émission, nous tentons donc de revenir sur les événements qui ont marqué l'année 2015. Ces événements sont forcément portés par des hommes et des femmes qui agissent sous les feux des projecteurs, mais aussi dans l'ombre. Je vous propose de voir tout de suite ceux qui ont été cités par nos commentateurs de la diaspora.
Je pense que le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, aura marqué a fortiori l'année 2015 parce qu'il aura été aux manettes pour le grand tournant institutionnel que le Congo, notre beau pays, a connu. En second lieu, il y a le numéro 2 du parti au pouvoir, le PCD, en l'occurrence Pierre Ngolo, qui, comme d'habitude, aura été l'homme qui a marqué l'année 2015, la mesure où il a été aux manettes pour animer la vie politique nationale. Mais aussi, il y a des cas de l'opposition. Les cas de l'opposition qui auront marqué l'année 2015. Et une fois encore, j'aurais aimé qu'il y ait moins de soubresauts, nous aurions pu économiser en effet énormément de vie face à une question politique qui était largement traitable, pour ne négociable pour autant. Premièrement, la première personnalité de cette année qu'on doit quand même féliciter, c'est le président Sassou. Et puis, outre cela, il y a quand même des gens, vous savez que dans la République, il y a des gens de l'ombre. Il y a des gens de l'ombre. Vous savez, au Congo, par exemple, vous avez, c'est un pays qui est enclavé, qui est entouré d'un certain nombre de pays qui connaissent actuellement des gros problèmes. La Centrafrique, le Tchad qui est aux prises avec Boko Haram, le Cameroun, et ainsi de suite. Et il faut donc des services de renseignement, de sécurité qui travaillent durement pour essayer de mettre à l'abri le Congo. Et vous avez des gens, des personnalités comme le patron des renseignements du Congo, le général, l'amiral, le contre-amiral Jean-Dominique Okemba, qui est une personnalité de très haut plan, en pilier de l'affaire sécuritaire, et ce sont des éléments, des personnalités qui travaillent dans l'ombre, mais en réalité qui jouent un rôle fondamental. Alors le choix de Juste Macaire Owando a été porté sur justement Jean-Dominique Okemba, chef de la sécurité et des renseignements. Il est vrai qu'au Congo, on se sent en sécurité. Et pour vous, vous pensez que le pays est en coupe réglée ou que c'est juste dû au professionnalisme des agents de sécurité, du service de sécurité? Non, je crois que les Congolais ont été éduqués par les conséquences. Et vous savez, les conséquences éduquent mieux que les simples paroles. Et les guerres successives qui ont été déclenchées dans ce pays ont été assez illustratives du point de vue des ravages que ces guerres ont eu à produire. Et ça, c'est un élément important pour dire plus jamais ça. Mais surtout, les autorités qui ont tenu le pays. Vous savez, à quel moment on déclenche une guerre? C'est sûr, si vous avez la navire de la République en main et que vous utilisez la force publique pour aller arrêter, pour aller embrigader, pour aller tuer, mais forcément la guerre arrive. Il faut féliciter les autorités du Congo. Aujourd'hui, ça c'est dû au professionnalisme. Ça c'est dû à l'apaisement. Mais Madame Gastin, quand on arrête des gens avec des cocktails molotov, le président de la République dit « Je vous arrête », le chef d'État après dit « Libérez-les au nom de l'unité nationale ». Et moi je suis contre ça parce que tous les jours on marche sur la loi. Il faut jamais sur la règle de droit. Détention légale d'armes de guerre égale traduction en justice, si possible emprisonnement. Le chef d'État a toujours piétiné la loi pour dire au nom de l'intérêt national, au nom de la paix, et voilà. Malheureusement, c'est ça. Et ça, il faut dire bravo aux institutions, bravo au chef de l'État, bravo aux responsables de la sécurité. C'est lui qui a tenu le pays. Et il y a le professionnalisme. Si la police n'était pas bien, si la force publique au Congo n'était pas bien entraînée, bien professionnelle, ben on arriverait au délire. Mais surtout, elle est commandée. Mais qui la commande? C'est les hommes du pays, et ces hommes du pays aiment la paix. Autrement dit, on ira à l'affrontement. Donc vous retrouvez un petit peu ce qu'on a voulu avec la diaspora. Continuons un petit peu sur une touche positive, hein, parce que tout n'est pas noir au Congo, bien fort heureusement. Quand même une touche positive. Fort heureusement, monsieur de Marseille, vous allez voir, Morgan Palmer est à Paris. Il a interviewé un expert en informatique qui a travaillé avec le gouvernement du Congo. Tout à fait, Lorraine, la sénéchale Véronique Gastin, nous sommes toujours ici sur les Champs-Élysées. Vous voyez le plan du sapin de Noël derrière moi, c'est juste pour vous donner l'envie de sauter dans le premier avion et de me retrouver ici à Paris. Mais on n'a pas totalement fini avec les profils de la diaspora congolaise, mais là en l'occurrence c'est pas un Congolais, c'est quelqu'un qui fait des affaires avec le Congo. On va voir la vision de quelqu'un qui fait du business avec le Congo. L'État congolais m'a contacté pour que j'augmente le niveau technique des informaticiens de l'État congolais afin que ceux-ci puissent eux-mêmes créer des logiciels sensibles dont l'État congolais a besoin. Je n'ai été dans ce contexte-là victime d'aucun
d'aucun mouvement particulier. J'ai au contraire eu des dirigeants sérieux, en particulier les dirigeants de l'Office congolais d'informatique, qui est sous tutelle du ministère des Finances. J'ai eu des dirigeants qui m'ont montré que mes connaissances les intéressaient pour le bien du pays. Ce que je peux constater, c'est qu'au Congo, il y a beaucoup d'étrangers. Et je constate que les Congolais laissent la place aux étrangers qui ont envie de travailler, de le faire. J'aurais aimé rencontrer plus de professionnels congolais dans mon secteur. Ce n'a pas été le cas. J'aurais voulu rencontrer des Congolais qui dirigent des sociétés de services en informatique, qui ont eu l'occasion de faire peut-être des études à l'extérieur du Congo et qui reviennent au Congo pour apporter de la richesse au Congo. Je n'ai pas beaucoup constaté ça. Alors de retour en plateau, Monsieur Azy Dominique de Marseille, on entend ici le témoignage justement d'un homme d'affaires qui finalement nous fait un petit peu les souhaits pour 2016. Il aimerait peut-être qu'il y ait plus de formation, en tout cas des formations adaptées. Là on parle de son domaine en informatique, mais c'est sûrement le cas dans d'autres domaines de Congolais avec qui il pourrait lui-même travailler. Mais ce monsieur vient de l'extérieur, c'est un étranger. Mais cette diaspora que vous avez interrogée qui parle il ne parle en mal que de son pays, mais pourquoi cette diaspora ne vient pas au pays travailler? Voilà un expert d'info. On appelle des Congolais qui sont bien formés, médecins, informaticiens, dans n'importe quel domaine, mais qui sont restés en France, qui ne viennent pas au pays. Voilà un étranger qui vient, et mais qui a conçu bien travailler. S'ils étaient rentrés, le monsieur fait une belle leçon à cette diaspora. Voyez, moi je suis étranger, j'ai appris, je ne suis pas dans votre pays travailler. Il dit, je regrette que des Congolais, mais ils sont nombreux, des médecins, des informaticiens, mais qui ne viennent pas, qui préfèrent vilipender leur pays depuis assis à Paris, qui pensent que la France devient leur pays. Je suis désolé. Ça, c'est une belle leçon. Et ça, il faut retenir ça comme une très belle leçon. Donc, nous entendons votre appel à la diaspora de rentrer avec leurs talents et leurs compétences. Nous touchons maintenant à la fin de cette émission. Comme nous sommes dans cette période de fête de fin d'année, on se fait tous des souhaits pour 2016. Pour vous, je ne vais pas vous demander ce que vous voulez pour 2016. Votre entrée au gouvernement, vous la prévoyez pour quand, monsieur de Marseille? Non, Lorraine. Non, c'est pas possible, je vous dis une chose. Je ne dis pas que c'est impossible d'aller au gouvernement, Lorraine. Quand on rentre dans la politique, on aspire à aller gérer les hommes. Mais la nomination, la formation d'un gouvernement dépend d'un individu. Ce n'est pas le peuple qui va élire. Si c'était le peuple, j'allais dire, bon, je bats campagne pour être ministre. Non. L'appréciation reste l'appréciation du chef. C'est de la discrétion. C'est parmi les éléments qui fondent le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il pense que M. Azy peut aller au gouvernement, il le fait. Il ne pense pas aller au gouvernement, il ne le fera pas. Est-ce qu'aller au gouvernement, c'est absolument ça? C'est à lui de décider. Je fais la politique pour apporter ma contribution à la construction de l'édifice. On a compris votre modestie, mais vous nous inviterez quand même à sabler le champagne. Pourquoi en tant que... Quand vous serez nommé. Nommé ministre. Mais si le président Sassou vous écoute, je ne sais pas si c'est vraiment cela. Enfin, c'est vraiment une belle rigolade à la fin de cette émission. Terminons sur une touche sérieuse, monsieur de Marseille. Oui, je vous dis sincèrement, on ne fait pas la politique pour toujours attendre une fonction. Si vous la faites comme ça, vous devenez les ministres, les opposants de demain contre les jeunes de là, eh bien je suis opposant. Non, faites la politique en l'aimant, avec l'amour de contribuer à l'évolution de la République. C'est ça. Moi, ce que je fais, c'est que si dans la majorité, si j'apporte un autre sang, si j'apporte quelque chose de positif pour mon pays, eh bien, j'aurais fait œuvre utile à la politique. Mais si j'attends seulement comme un homme, on ne m'a pas nommé, je passe plus sur les plateaux, c'est triste. La nomination reste du gouvernement chef de l'État. Donc pour 2016, on souhaite pour le Congo, en tout cas en général, que les élections se passent bien. Vous qui êtes un petit peu dans le secret des dieux, est-ce que vous savez si le Congo va accepter des observateurs internationaux pour justement attester de la sincérité du scrutin? Toutes les élections de ce pays ont toujours été organisées avec l'œil vigilant des observateurs internationaux. Ce n'est pas pour cette année qu'on ne va pas le faire. En tout cas, Lorraine, merci Dominique. Ça sera fait. Merci Dominique d'avoir été venu. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. L'Africa Time est une émission qui libère la parole des peuples africains. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous.